Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Obi-Wan Formation. Aujourd'hui, nous allons parler d'hypnose et de méditation. J'ai été invité au premier colloque de la revue de l'hypnose et de la santé pour témoigner d'une expérience personnelle que j'ai faite il y a quelques années. Je me suis formé à l'hypnose médicale en 2005 selon deux axes. Le premier, c'est l'amélioration de la prise en charge de mes patients et le second, c'est plutôt mon propre développement personnel. Et c'est dans cet axe-là que j'ai un jour décidé de pousser la porte du Dojo Zen de Nice parce que je voulais découvrir la méditation dans sa plus pure tradition et avoir l'opportunité également de pouvoir la comparer à la pratique de l'hypnose et de l'auto-hypnose, parce que même si ces pratiques mentales sont assez comparables, je voulais voir les particularités, les similitudes et les différences. Nous allons voir cela selon 4 points. D'abord, les origines de cette tradition, tous les éléments de la pratique. On va s'intéresser aussi de quelle manière les recherches en neurosciences contemporaines peuvent éclairer la compréhension de ces processus et on pointera ensemble aussi les similitudes et les différences entre l'hypnose et le zazen. Ce qui va être intéressant, c'est de voir comment cette tradition est parvenue jusqu'à nous et de voir qu'il y a deux écoles principales dans le zen. La tradition remonte à il y a plus de 2600 ans en Inde, avec l'expérience fondatrice du Bouddha originel, et puis par une longue transmission orale de maître à disciple. Cette pratique est arrivée d'abord en Chine, puis au Japon, et enfin, la porte d'entrée en Occident est assez tardive, puisqu'il faut remonter aux années 1967, avec l'arrivée de Taizen Deshimaru, qui a apporté la tradition zen en France et en Europe. Il existe deux principales écoles dans le zen, le Rinzai et le Soto. Dans la tradition Rinzai, on va utiliser des koans. Ce sont de courtes phrases qui apparemment semblent absurdes. Et vous pouvez imaginer le disciple respectueux qui vient s'enquérir d'une leçon auprès de son maître de sagesse. Et celui-ci le regarde gravement en lui disant « Écoute, petit scarabée, tu dois trouver quel est le bruit d'une seule main qui applaudit. » On peut imaginer que le disciple, face à ce discours, se retrouve complètement perdu, dans un état de chaos mental. Et c'est précisément ça que cherche à provoquer le Rinzai. Une forme de dissonance cognitive qui a pour but de déloger le disciple de ses habitudes duelles de la pensée pour arriver au final à l'un des principes fondamentaux du bouddhisme, c'est que tout n'est que production de l'esprit. En ce qui concerne la tradition Soto, elle est essentiellement axée sur la pratique de la méditation assise, le fait de se concentrer sur sa posture, sur sa respiration, sur la vacuité, eh bien, ça permet de se centrer sur l'instant présent et de s'harmoniser avec le réel. Alors voilà, pour moi est venu le grand moment. Je me retrouve au pied d'un vieil immeuble du centre-ville de Nice. Je gravis les quelques marches pour me retrouver à l'entrée de ce dojo zen où je suis accueilli par un moine au crâne rasé, en kimono noir traditionnel, le kesa, qui m'invite à me déchausser, à rentrer dans cette grande pièce assez austère, aux murs blancs immaculés. Un bambou est couché au sol pour délimiter la pièce de méditation, où au fond il y a juste un autel, et puis tout autour du mur, plusieurs coussins de méditation, les afous. Et ce moine va me donner une brève présentation et instruction pour pouvoir faire la pratique, et où il va me donner un certain nombre de principes, comment ajuster la posture, fixer mon attention sur la respiration et avoir le bon état d'esprit. Mon instructeur m'explique que le zazen est la posture d'éveil pratiquée dans le bouddhisme zen, où l'immobilité, la rectitude du corps, la profondeur de la respiration et la vacuité de l'esprit sont les clés d'une pratique juste. Cela consiste à juste s'asseoir, sans but ni esprit de profit, dans une posture de grande concentration pour parvenir à un état de paix au-delà de toute pensée. Alors, en tant que bon petit occidental bien névrosé, on s'attend à ce que cette expérience soit quelque chose d'un petit peu extraordinaire, qu'au prix d'efforts prolongés, on parvienne à un état d'illumination extraordinaire. Eh bien, il n'en est rien. Le concept fondamental de la pratique du zen, c'est qu'il suffit de juste s'asseoir.
On ne cherche pas à rendre les choses parfaites, simplement à se rendre compte qu'elles le sont déjà. Les habitués arrivent et tout le monde s'installe sur son coussin pour commencer à pratiquer. Le moine bat le rappel en tapant sur une sorte de cloche de bois à intervalles réguliers. Le silence se fait et donc j'essaye de récapituler toutes les directives qui sont fondamentales pour bien pratiquer. Je m'assois sur l'avant du coussin, le bassin légèrement basculé, les deux genoux qui forment un triangle stable, poussant le sol avec les genoux et étirant la tête vers le ciel dans une rectitude détendue. Les yeux sont mi-clos, dirigés en face du mur qui est à 1 mètre de moi, sans rien observer en particulier. La langue est posée à l'arrière du palais. Les deux mains se rejoignent avec les pouces pour former un bel ovale et le tranchant des mains se pose sur l'abdomen. Je fixe alors toute mon attention sur ma respiration. Et c'est vrai que pendant 45 minutes de méditation, on a le temps de bien observer et je suis surpris progressivement par le fait que j'ai jamais vraiment pris le temps de prendre conscience de tous ces petits mouvements, de toutes ces petites sensations. Le fait de simplement centrer mon attention sur l'inspiration et sur l'expiration me permet aussi de descendre cette conscience respiratoire au niveau du hara, le centre d'énergie vitale situé en dessous du nombril. Et puis, cette concentration permet de lâcher prise, de laisser partir, de faire le vide. En étant simplement attentif à ces mouvements respiratoires, j'abandonne ma tête pour habiter mon corps tout entier. À un certain moment de la méditation, je me retrouve comme le témoin impuissant d'une forme de chaos intérieur, comme s'il y avait une avalanche de pensées, d'images, de sensations, de jugements, de souvenirs, d'anticipation. En fait, on ne se rend pas compte à quel point on est à peu près tout le temps en train de penser. Et ça nous amène justement à cette attitude et à cet état d'esprit à aborder. L'idée n'est pas de s'arrêter de penser ou même de modifier ses pensées. C'est simplement de les laisser passer comme des nuages dans le ciel et de ne pas s'y laisser entraîner pour ne plus se laisser emprisonner dans des modèles conditionnés et limités. Et puis, l'état d'esprit, globalement, consiste à être complètement présent, complètement conscient de tout ce qui arrive moment après moment pour arriver à une forme de liberté intérieure. On médite sans attente, sans but ni profit, pour se situer dans un espace où justement on ne va pas du tout utiliser la pensée pour se désidentifier du mental, de l'ego. L'idée, c'est d'aboutir à une unité du corps, de l'esprit avec le réel, et au final, c'est un retour à la condition originelle de l'esprit, à se connaître complètement soi-même et à se désidentifier de cet ego qui n'est qu'une petite partie de l'immense conscience qui nous constitue. Eh bien, suite à cette expérience, j'ai voulu approfondir ma compréhension en me tournant vers les neurosciences. Depuis une vingtaine d'années, l'essor extraordinaire de l'imagerie cérébrale nous a permis d'avoir une meilleure compréhension des mécanismes du cerveau pendant la méditation et pendant l'hypnose. Ça nous permet effectivement de comprendre comment on peut élucider les processus fondamentaux de la conscience, d'étudier l'attention et la suggestion, et puis de pouvoir aussi relier les domaines de l'hypnose et de la méditation. On sait qu'on peut aujourd'hui observer en temps réel des modifications fonctionnelles dans le cerveau quand il y a des modifications de la conscience, et grâce au phénomène de neuroplasticité, observer aussi des modifications qui sont des modifications structurelles. Tout d'abord, avec l'électroencéphalographie, on a un certain nombre de confirmations objectives qui sont tout à fait corrélées au rapport subjectif des méditants. Sans surprise, au fur et à mesure que la méditation s'approfondit, eh bien, on a une augmentation des ondes cérébrales alpha puis θ qui correspondent justement à l'approfondissement de la relaxation, à l'engagement attentionnel et à l'activation du système parasympathique, qui est le système de réparation du corps et de l'esprit. Plus précisément, chez les méditants expérimentés, on a une très forte activation des ondes cérébrales gamma qui correspondent à une synchronisation intense de l'activité neuronale qui est corrélée au sentiment de pleine conscience et à certains processus cognitifs supérieurs comme l'apprentissage, la créativité ou la résolution de problèmes. Dans une étude absolument passionnante qui a été menée à l'Université d'Atlanta, les chercheurs ont placé des méditants dans un IRM fonctionnel
pour pouvoir observer les modifications du cerveau pendant la méditation. Ils ont pu observer qu'il y a un cycle cognitif en 4 phases. Tout d'abord, dans la première phase, le méditant fait l'expérience du vagabondage mental, ce que la tradition appelle l'esprit du singe. Vous savez, ce singe qui saute de liane en liane, d'idée en pensée, en sensation, sans jamais s'arrêter. Et on sait que ce vagabondage mental est relié au fonctionnement du réseau du mode par défaut. Le méditant prend conscience de ce vagabondage mental et à ce moment-là s'active le réseau de science qui va permettre de prendre conscience de ce vagabondage mental et puis d'orienter l'attention vers le réseau attentionnel. Dans la troisième phase, il va y avoir un déplacement de l'attention, c'est-à-dire que le méditant va se concentrer à nouveau sur sa respiration et se détacher de tout élément susceptible de créer une diversion. Et enfin, dans la phase d'attention focalisée, eh bien, on va avoir, au moment où la concentration est prolongée sur la respiration, une activation du réseau exécutif qui s'occupe des fonctions cognitives supérieures, du contrôle de l'attention, de la mémoire de travail et du traitement des informations. On retrouve sur ce schéma un résumé de ces données où on voit en particulier que les structures frontales et préfrontales qui sont responsables des fonctions exécutives et attentionnelles eh bien, sont à la fois beaucoup plus actives pendant la méditation et structurellement plus importantes chez les méditants expérimentés. De la même manière, les structures qui sont impliquées dans le réseau par défaut, comme la jonction temporopariétale, est augmentée par la pratique, ce qui fait penser aux chercheurs que ça autorise un meilleur contrôle du réseau par défaut. Ce que les chercheurs ont trouvé également d'intéressant, c'est que l'amygdale cérébrale, qui code les émotions d'alerte, de peur et de stress, d'une part, est beaucoup moins activée pendant la méditation, mais aussi est réduite en volume chez les méditants de longue date. Et évidemment, on corrèle ça à une meilleure modulation émotionnelle. Les structures qui codent le langage, sans trop de surprise non plus, sont désactivées pendant la méditation, ce qui rejoint l'idée de la tradition de se situer dans un espace en deçà du langage. Voilà, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est vraiment moi, ce qui m'a passionné dans cette expérience, c'est de pouvoir comparer l'hypnose et l'expérience du zazen, ces deux pratiques mentales, ces véhicules de l'attention, et puis vraiment pointer les similitudes et les différences à 3 niveaux différents, au niveau du fonctionnement cérébral grâce aux neurosciences, au niveau conceptuel et puis au niveau des processus des différentes phases d'une séance de méditation et d'hypnose. Voyons d'abord les points communs. Dans les concepts, la philosophie du zazen et de l'hypnose, on peut trouver un certain nombre de similitudes. Cette idée de seulement s'asseoir et de méditer sans attente particulière, de se retrouver dans un état de vacuité, dans un état de non-pensée. Ça s'accorde particulièrement avec la conception ericksonienne de l'hypnose qui a été véhiculée jusqu'à nous par François Roustan ou Gaston Brosseau. Cette idée de ne rien faire, d'avoir une ouverture vers l'immensité de l'inconscient et de se retrouver dans un état particulier de transe au milieu de nulle part. Dans les différentes phases de la séance de méditation et d'hypnose, on peut trouver aussi des similarités. En particulier, dans la transmission orale, un accent a été mis sur la relation de maître à disciple avec une transmission d'âme à âme qui se rapporte beaucoup à l'alliance thérapeutique et au rapport hypnotique d'inconscient à inconscient. Vous savez que l'étape fondamentale de l'état hypnotique consiste à fixer l'attention à l'absorber, justement ce qu'on voit dans la méditation avec cette attention très particulière posée sur la posture et la respiration. Un des moyens de surcharger, de saturer la conscience pour arriver à cette ouverture vers l'inconscient, la confusion, qui est une des méthodes préférées de Milton Erickson, se retrouve selon moi, en particulier dans la pratique Rinzai des koans, ces phrases un petit peu absurdes qui invalident la logique du langage pour aller au-delà, et aussi dans la complexité de la pratique. Quand on porte tous ces efforts pour contrôler les moindres détails de la posture et de la respiration, la porte est grande ouverte vers l'inconscient. Il y a quand même une différence au niveau des concepts d'association et dissociation.
En zazen, on médite pour être absolument ici et maintenant. En hypnose, on est plutôt ici et ailleurs. On va séparer les deux expériences. On pourrait parler aussi en zazen d'un travail de désidentification. Il s'agit de ne pas s'associer avec ses pensées, avec ses émotions, simplement d'en être un témoin. L'ego n'est pas un ennemi, mais c'est simplement un outil qu'il ne faut pas prendre pour un maître. À la fin d'une séance de méditation, le maître va délivrer un enseignement en racontant en particulier des paraboles bouddhiques qui sont riches en symboles, et ça a beaucoup de points communs avec l'utilisation des contes métaphoriques en hypnose. Alors on est dans la philosophie orientale dans une idée de non-dualité, alors que la science occidentale, avec le matérialisme et le dualisme, continue aujourd'hui, notamment avec les sciences médicales, à séparer le corps et l'esprit, le conscient et l'inconscient. Également, en hypnose, on va orienter une séance vers un objectif pour aboutir à un changement ou à une guérison. C'est assez différent du zazen qui pratique la méditation simplement pour être là où on est, éventuellement pour retrouver son essence originelle, faire une remise à zéro, mais il n'y a pas d'objectif à atteindre. Bien qu'il y ait des enseignements, essentiellement, la méditation est non guidée et souvent solitaire, alors que l'hypnothérapie fait appel à un thérapeute qui va guider un patient. Une autre différence qui est fondamentale se situe au niveau du langage de l'imagination. Pour le zen, ça constitue un obstacle et l'imagination en particulier est une forme d'aliénation et d'illusion. En hypnose, on va avoir comme outil principal la suggestion et l'imaginaire, la visualisation. D'un point de vue temporel, le zazen est une pratique sur le long cours, tout au long de la vie. En hypnose, on va plutôt appliquer des techniques par rapport à un symptôme et une fois que celui-ci est levé, bien souvent, on ne va pas utiliser l'hypnose d'un point de vue quotidien sur le long terme. On peut prescrire à des patients de faire de l'auto-hypnose. Enfin, c'est ce qu'on a vu dans les études en imagerie cérébrale. On pense que dans le zazen, il y a un fort couplage entre le cortex préfrontal dorsolatéral et le cortex singulaire antérieur qui est responsable en particulier de cet effort de métacognition, c'est-à-dire de pouvoir être conscient de ce dont on est conscient. Cette conscience de la conscience qui est caractéristique de cet effort permanent pendant la méditation. Alors qu'en hypnose, on va plutôt parler de découplage et c'est relié à l'expérience de l'automaticité, ce qu'on appelle la perte d'agentivité, cette impression qu'on a en hypnose à certains moments de ne pas être à l'origine d'un mouvement, d'une sensation ou d'une pensée qui arrive comme étant involontaire, inconsciente. Voilà, on arrive au terme de cette présentation. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à découvrir tous ces aspects de la méditation. En conclusion, on peut dire que ces deux techniques, l'hypnose ericksonienne en particulier et le zazen, ont tout intérêt à continuer à converser ensemble, à s'enrichir l'une de l'autre, ce qui nous apporte des intuitions, des compréhensions pour aller plus loin dans les domaines des états modifiés de conscience et de ce qu'on peut en faire, en particulier d'un point de vue thérapeutique. Eh bien, j'espère qu'à un certain niveau, au cours de cet exposé, quelque part, je vous ai un petit peu perdu, ce qui voudrait dire que vous êtes sur la bonne voie. Je vous remercie pour votre attention. Vous savez que c'est quelque chose qui est important à maîtriser pour votre équilibre. Et je vous invite à continuer la discussion si vous le désirez en me joignant sur mon mail ou à travers mon site web. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.